Les barouillas, ils comptent là, comme ça ça. prend pas, 1 ça et prend 2. Ensuite, 2 et 2. 1, 2, 1 3. fait 5. Et ça. Ouais, on y va. Ensuite, ils se tapent les cuisses. C'est bon. Ça fait 20. 1, 2, C'est 3. beaucoup après. Ça tourne maintenant. Ils n'avaient pas de système. Comment ils comptent? 1 et 2. Oui. 2 et 2, 4. 1. Ensuite, 10. Ensuite, les pieds. 20. Et après, c'est l'infini. Ils peuvent pas. Ah, c'est pas mal. Ils n'ont pas d'opérateur, tu vois. Ah oui. Opérateur pour multiplier, diviser, tu vois. Ouais. Ils n'ont pas une formule abstraite, quoi. C'est par les doigts. Et comment ils se débrouillent? Bah, ça, tu comptes. Quand il y a beaucoup d'hommes devant toi, tu fais beaucoup, c'est tout. Ah, il faut fermer les téléphones. Mais tu peux, Au moins faire mais tu peux pas dire 212, par exemple. Tu vois. Et comment ils font alors? Ouais, ils comptent pas. Avec leurs animaux? Ils comptent pas. D'abord, ils n'ont pas d'élevage. Hein. Il n'y a pas d'élevage. Ils ont quelques cochons. Ça, c'est une noix d'un arbre qui pousse en Nouvelle-Guinée. Et les gens vont le chercher parce qu'il y a des vertus magiques, paraît-il, dedans. Et quand c'est les hommes qui vont le chercher, le mettre dans leur sac personnel, et ça les protège contre la pollution féminine. C'est-à-dire quand ils parlent de sexe, de vagin et tout ça, d'ailleurs c'est très compliqué, ils n'emploient pas les mots directs mais des mots indirects, etc. Après ils se lavent la bouche, ils se purifient la bouche parce qu'elle était pleine de mots impurs. Ah bon? Qui étaient des, ils ont des comme ça des. Ah, ils ont la pollution féminine, le sang menstruel et tout, ça compte dans beaucoup de sociétés, quoi. Oui, mais même dans la conversation. Ah oui, non, mais entre hommes, vous savez, les hommes partout, ils aiment bien parler des femmes. Hein. Voilà, mais à ce moment-là, ils ne se purifient pas. Si, ils sont obligés. Ils sont obligés. Quand ils ont fait parler un peu comme ça, hein, ils sont obligés de se purifier pour continuer à interagir après avec les hommes et avec les femmes. Ça, donc, la peur. C'est un bel objet. La peur des femmes, c'est très important. On devrait le distribuer dans nos sociétés. Ouais, Maintenant, on a le bip. Maintenant, les sites de rencontres, tu veux dire, oui. Oui. Donc, non, je suis triste que ce soit cassé. Elle a explosé la semaine dernière, mais ma femme m'a promis de le recoller. Oui, ça et doit puis, être il y a une face qui est intacte, tu vois. Donc ça, c'est bien. C'est la face. Et qu'est-ce qu'ils mettent à l'intérieur qui purifie? Il n'y a rien. Normalement, elle ne devait pas être ouverte. Il y a une magie à l'intérieur. Ah, d'accord. Bon. Mais la magie, c'est une force invisible. On ne peut pas la voir. Il faut y croire. Il peut y avoir dans des civilisations différentes, des sectes qui veulent une seule femme ou pas de femme du tout. Ce sont des créations de l'humanité. Mais si vous prenez les phénomènes massifs, hein, les phénomènes massifs, c'est la polygamie. Et la monogamie est une exception. Tout à fait. Mais vous avez aussi des choses que les gens ne connaissent pas. C'est des sociétés où c'est les femmes qui échangent les hommes et non pas les hommes qui échangent les femmes. Oui, j'ai vu là-dessus. Oui. Et donc, alors maintenant, vous avez des variétés occidentales nouvelles. Le mariage pour tous, c'est-à-dire non pas seulement l'union pour le plaisir et l'amour de deux lesbiennes, mais c'est aussi pour fonder les familles homosexuelles. Oui. Mais bon, si vous prenez les lesbiennes, par exemple, ça vient de Lesbos, n'est-ce pas? Donc une île grecque, ça vient de l'Antiquité. Bon, l'amour entre femmes, à Lesbos, c'était l'aristocratie des femmes. Elles faisaient des enfants, donc elles étaient bisexuelles, quoi. Mais dans les rites pour femmes, elles étaient lesbiennes, sur le plan sexuel. Mais c'était réservé à l'élite des femmes. Donc c'était pas... Et moi j'ai vécu dans une société où tous les hommes étaient, quand ils étaient jeunes, étaient tous homosexuels. Donc,
Oui. Mais à partir de 20 ans, une fois marié, impossible. Si tu as mis ton pénis dans un vagin, tu ne peux pas le mettre dans la bouche d'un petit garçon, tu vois. Oui. C'est fini, c'est Oui. terminé. Et- Il faut revenir à un fait basique qui n'est pas connu du public et qui est un invariant profond. Alors, en Russie, on ne voudrait même pas connaître ce que je viens de vous dire là. Ce que je vais vous dire. C'est que les hommes, les humains, hommes-femmes, sont bisexuels par nature. Si on est bisexuel, pour la continuité des sociétés, de la vie sociale, il faut que l'hétérosexualité passe en avant. Et que l'homosexualité qu'on a peut-être chez soi, en soi, soit refoulée. Donc, dans la plupart des sociétés, alors que nous sommes bisexuels, comme les bonobos et les grands singes qui sont les plus proches de nous, ils sont bisexuels. Et donc, je vais vous expliquer ça. Si on est par nature bisexuel, socialement, il faut toujours mettre l'hétérosexualité en avant. Sinon, on n'aurait pas d'enfants quand même. Les homosexuels ne produisent pas d'enfants par eux-mêmes. Pas encore. Si, par adoption, mais c'est d'autres qui leur font l'enfant. De même pour les lesbiennes, pour avoir un enfant, il faut quand même du sperme, non? Bon. Et donc, c'est très intéressant de voir que d'où vient le mariage, l'idée de créer des familles homosexuelles qui s'est développée en Occident au XXIe siècle. Ça vient d'une triple évolution. Après la Première Guerre mondiale, hein, si vous prenez plusieurs disciplines, vous allez voir, la médecine, la psychologie. En médecine, dans les congrès de médecine américaine, vers 1935, l'homosexualité n'est plus une maladie. Si vous prenez la psychologie, aux États-Unis, en France, en Allemagne, l'homosexualité n'est plus une perversion. Et il y a une troisième discipline incroyable qui nous a fait faire des progrès, c'est l'éthologie. C'est-à-dire, en observant les mœurs des bonobos et des chimpanzés, donc qui partagent 97 de notre patrimoine génétique, non, on a en commun, on s'est aperçu, en les observant, et dans la nature et dans le parc Yellowstone américain, etc., les grands parcs, qu'ils étaient bisexuels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand les femelles sont en chaleur, la période de rut, les mâles sont en compétition pour les monter, quoi, pour faire. Hein. Mais quand les femelles ne sont pas en rut, on s'aperçoit que les mâles se branlent entre eux, se masturbent, que les femelles se frottent la vulve et tout, à deux. Donc on a toutes les photos, etc. Et donc on s'est aperçu donc, de la bisexualité. Hein, quand c'est possible, c'est l'hétérosexualité qui passe. Quand c'est pas possible, c'est l'homosexualité. Donc on s'est aperçu, à partir de la médecine, de la psychologie et de l'éthologie comparée, que nous, les grands mammifères, on est par nature bisexuels. Voilà. Il y avait des homosexuels à Rome, etc., mais il n'y avait pas de prétention à créer une famille, à adopter, etc. C'était plutôt du côté de la jouissance que du désir de paternité et tout ça. C'est pas... Donc il y a une nouveauté profonde. Il y a une nouveauté qui n'est pas généralisable tant que les gens ne reprennent pas ça comme un problème à résoudre pour eux dans leur société chinoise ou autre, je sais pas.
Donc, ce qui est sûr, c'est que ce qui est nouveau, c'est que l'Occident ne peut pas faire de la propagande chez les autres maintenant. Pour dire, faites comme nous, c'est nous les meilleurs, quoi. Sur ce domaine, c'est pas possible. J'étais parti comme un anthropologue qui avait lu tout ça. Et j'avais dans la tête que chez les primitifs, c'est la parenté qui domine. Chez nous, il y a des classes, l'État, des castes, les civilisés, quoi. Et quand je suis arrivé, avec 7 ans de terrain sur 20 ans, c'était pas vrai. J'ai découvert que c'est pas alors que c'était une société divisée en clans patrilinéaires, etc., hein, que c'était pas ça qui faisait la société, que c'était des rapports politico-religieux qui faisaient. Donc la parenté n'était pas la base de la société, ni en France, ni chez les Barouyas, ni chez les Russes, ni chez les Chinois. Ce qui fait société, c'est-à-dire, il faut préciser que société, c'est faire un tout qui a une souveraineté sur un territoire, hein, un tout, et que ça, c'est pas un clan, c'est l'ensemble qui doit être représenté et exister comme un tout. Et c'est là que j'ai découvert que ce qui faisait exister comme un tout, c'était pas la parenté, c'était les rites d'initiation. Qu'est-ce que c'est qu'un rite d'initiation? C'est emmener des jeunes gens, des jeunes filles, hein, c'est pas pareil, mais les emmener vers un domaine partagé par tous les clans, qui est invisible, où ils vont rencontrer les esprits de la nature, ils vont être placés sous le dieu soleil, hein, pour les Barouyas, le père des Barouyas, c'est le soleil. La lune, son épouse. Bon, son épouse, c'est la version exotérique. Mais moi, j'ai été initié chez les hommes, et les Barouyas, l'initiation qu'on m'a donnée, c'est que la lune, c'est pas une femme. C'est le frère cadet du soleil. Mais les femmes ne le savent pas. Bon, donc, on emmène les gens dans un monde invisible où ils vont être en contact avec les esprits des montagnes, etc., etc. Et après, ils seront considérés comme responsables de la reproduction de la société. Donc c'est une opération politico-religieuse, c'est une opération politico-religieuse. Et partagée par tous les clans. Donc à ce moment-là, la différence entre les clans est annulée. Tous les garçons de tous les villages et de tous les lignages sont initiés le même jour, battus le même jour. Ils sont frères après, frères en initiation. Donc ça transcende la division dans des groupes de parenté. Vous pouvez me décrire à nouveau le rite d'initiation des Barouyas et la période de l'adolescence? Ça dépend des garçons et des filles. Pour les garçons, c'est 4 étapes, entre 9 ans et 20 ans. À 9 ans, ils sont retirés du monde féminin. La mère, les sœurs, tout ça, habille le petit avec des vêtements neufs, si on peut dire, des capes d'écorce, etc. Et ils sont vraiment pris, les garçons, l'un après l'autre, par un parrain qui les porte sur le dos, et un grand canal, si on peut dire, ou tunnel, où des hommes les battent, le parrain et le petit. Donc il traverse 50 mètres, après il ne reviendra jamais plus, c'est sa mère. Il reverra sa mère le jour où il aura 1 ou 2 enfants. Et il aura le droit de manger avec elle. Et là, il est battu. Le parrain aussi va partager la souffrance. Et après, on le met dans le monde des hommes. 9 ans, 12 ans, première étape. Donc là, il est habillé à moitié en homme, on peut dire, mais on lui laisse le cul nu pour qu'il ait, disons, de la honte à rencontrer des filles et des femmes. À partir de 12 ans jusqu'à 15 ans,
Là, il est habillé comme un petit homme, un petit guerrier, bon. Mais il ne peut pas aller à la guerre. Enfin, quand il va à la guerre, il porte les flèches, quoi. Il ne peut pas se battre. 15 ans, c'est quand même la puberté, quoi. De 15 à 18 ans, et de 18 à 20 ans, 2 étapes. Et à ce moment-là, quand il a franchi l'étape de 15 ans, alors le secret des barouillas, c'est que les gars de 15 à 20 ans, ils prennent les petits de 9 à 15 comme des partenaires sexuels. Donc à ce moment-là, ils vivent en couple, un aîné et un cadet, un petit, quoi, plus petit, quoi, qui lui sert à la fois de partenaire sexuel, caresse, et de boy, si on peut dire. Il va aller chercher de l'eau, un petit serviteur, en quelque sorte une femme déjà. Et après, il devient un homme. Donc le sperme qui vient de la fellation, c'est pour refaire complètement masculin le corps des enfants sortis du ventre des femmes. Donc si vous voulez comprendre l'initiation par une métaphore, ce serait l'idée de refaire des hommes sans les femmes, à partir d'un sperme pur de tout rapport avec les femmes, puisque les jeunes n'ont pas le droit, théoriquement, d'avoir des rapports sexuels avant le mariage. Et donc voilà, cette initiation, c'est donner aux hommes, aux garçons qui vont devenir des jeunes hommes, puisqu'ils quand ils quittent la maison des hommes, c'est pour se marier tout de suite. Quand ils quittent parce que leur maison de mariage a été construite par le village, et le feu qui va servir à faire la cuisine pour eux, les hommes, a été fait par les hommes du lignage, de son clan. Alors, donc, quand vous comprenez tout ça, vous voyez que ce n'est pas la parenté qui a fait le droit des hommes à gouverner. C'est le fait d'être entré dans les initiations, d'avoir construit leur identité comme supérieure à celle des femmes, puisque finalement, ils deviennent libérés de ce que les femmes leur ont donné. Donc c'est un droit de gouverner d'un certain point de vue, non? C'est de la politique, quoi. Sur la mort et ces au-delà. Des médecins m'ont demandé étant donné qu'en Europe, au moins, beaucoup de vieux sont isolés et vont mourir dans les hôpitaux, comme vous le savez. Donc on a créé les départements palliatifs. Hein. Donc quand vous allez mourir, pendant 30 jours, vous entrez dans un département de panier. Alors, les médecins, au lieu de vous le guérir, ils vous aident à mourir. C'est pas le métier. Donc ils m'ont demandé, toi qui es anthropologue, est-ce que tu peux faire une... C'est intéressant que ce soit des médecins et des juristes qui m'ont posé la question, est-ce que tu peux étudier avec des collègues anthropologues et historiens la mort dans différentes cultures, hein? Alors qu'est-ce que j'ai découvert, les enfants? Donc j'ai eu des spécialistes, professeurs à la Sorbonne de l'islam, la représentation de la mort dans l'islam, bouddhisme thaï, taoïsme, ensuite c'est pas pareil, etc. Christianisme du Moyen-Âge, bref. Et puis plusieurs spécialistes comme moi de sociétés tribales, d'Australie, d'Océanie et même d'Amérique amazonienne, des Indiens. Et qu'est-ce que j'ai découvert quand j'ai eu les 13 plus moi, ça fait 14 textes, de 14 cultures différentes. Moi, j'ai découvert grâce à ça que les autres ne pouvaient pas faire ce que je faisais, puisqu'ils ne lisaient pas leurs copains. C'est moi, l'organisateur du livre, La mort et ces au-delà, qui ai tout lu. Et qu'est-ce que je découvre?
c'est que dans aucune société, la mort n'est la fin de la vie. Que la mort ne s'oppose, que la mort ne s'oppose pas à la vie. Dans aucune religion ou dans aucune Dans société? aucune société et dans aucune religion, judaïsme, bouddhiste ou primitif, la mort s'oppose à la naissance. La mort, c'est que on pense qu'il y a une âme dans le corps, par exemple, ou les bouddhistes, il y en a 32. Donc, la mort, c'est la séparation de quelque chose d'invisible, comme une âme ou plusieurs, du corps. C'est une disjonction, disjoindre. Donc, la naissance est une conjonction. Et qu'est-ce que c'est la conjonction? C'est que pour les chrétiens, Dieu, paraît-il, introduit une âme dans les fœtus de tout. Et donc nous avons une âme qui est chargée tout de suite, comme vous le savez, du péché originel, non? Que les enfants n'ont pas commis. Et donc on doit baptiser pour nettoyer l'âme et démarrer la vie avec une âme vierge de tout péché. Ok? Si vous n'avez pas baptisé l'enfant, il va dans un autre lieu, mais il ne va pas au paradis. Mais c'est alors donc dans toutes les religions, la mort n'est pas la fin de la vie. Et tout le monde pense qu'il y a quelque chose qui continue au-delà de la mort. On a peur des revenants. On va sur les tombes des ancêtres. Dans beaucoup de sociétés, on apporte à boire, à manger. Hein. C'est peut-être l'essence de la religion, c'est la peur de notre destin humain. Tout à fait. C'est-à-dire, si vous allez en profondeur, cette idée, sous toutes ses formes spéculatives et théoriques par des esprits brillants, c'est le fait qu'on est déçu de ne pas être immortel, n'est-ce pas? Bon. Moi-même, je voudrais bien être immortel, n'est-ce pas? Peut-être l'être vous. Tout le monde. Et donc, ça relève, comme vous dites, c'est une pensée qui est enracinée dans la peur et dans l'angoisse, dans la finitude. Ce sont des idées fantasmatiques, ce sont des idées qu'on peut construire et développer, mais qui s'enracinent dans la peur, quoi. La peur, l'affrontement de la mort. Le premier grand empereur de Chine avait envoyé 2 escadres pour aller chercher la liqueur d'immortalité. Et quand l'amiral est revenu, au bout de 10 ans, il n'y avait rien dans la bain. Il n'avait rien. On a dû le décapiter d'ailleurs. Mais donc, le désir de l'immortalité, regardez, quand vous êtes un grand, le pharaon, la tombe qu'on lui construit avec parfois des esclaves qui l'accompagnent, qu'on sacrifie. Mais sacrifier, c'est con de dire ça. Puisque la vie continue en faisant mourir les morts, il continue à vivre avec l'empereur. Donc les pyramides, etc., etc. Mais qu'est-ce que fait une religion quelconque, hein? Qu'elle soit développée comme le bouddhisme, avec des textes, des livres, ou le christianisme, etc., ou que ce soit des rites primitifs, comme on dit, entre guillemets. Une religion, c'est une explication globale. Comme disait le peintre, d'où je viens, qui je suis, où je vais, n'est-ce pas? Bon. Les sciences sont incapables de vous donner une explication globale. Les sciences, c'est ça. C'est des livres théoriques de physique. Quand on a découvert quelque chose, il faut encore aller plus loin. Il n'y a pas de fin dans la science. Donc ça ne peut pas, la connaissance scientifique, vous donner déjà l'explication globale. Or, la religion fournit un cadre global pour la vie, quoi. Le monde, d'où ça vient, qui sait, les esprits, la nature, des normes de conduite, bien sûr. Et où on va aussi. Bon. Donc vous voyez,
l'idée, par exemple, d'éradiquer la religion, c'est une erreur que les bolcheviks ont fait, par exemple. On ne peut pas éradiquer la religion. On peut lutter contre la religion lorsqu'elle est associée avec l'armée, la police et le tsar. On peut critiquer la religion dans son lien avec le politique. Mais éradiquer la religion, c'est... Bon. Mais il y a quelque chose que j'ai découvert grâce à mes barouillards. Parce que maintenant, ils sont chrétiens, ils sont protestants. Hein. En même temps, ils ne croient pas au péché, ce qui est bien. Un christianisme sans péché, c'est parfait. C'est une adaptation locale. Et qu'est-ce qu'ils ont dit à l'étudiante qui est partie après moi, avec tous mes documents et tout ça sur le portable maintenant, ça. Ils ont dit, on est tous chrétiens maintenant. Mais au fond, notre religion ancienne, c'est comme le christianisme. Il faut le faire. Là. Et pourquoi ils ont dit? Parce que quand on lit dans la Bible, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne violeras pas. C'est pareil chez nous. Alors, c'est très profond ce qu'il a dit. Ils ont dit quelque chose. Il n'y a aucune constitution au monde qui pourrait dire vous, Français, maintenant, vous allez vous violer les uns les autres tous les matins, vous allez vous voler, vous allez vous baiser, etc. Non. Donc il y a une morale universelle. Pour faire une société, pour vivre ensemble, il ne faut pas quand même voler le voisin. Donc, ce n'est pas des histoires d'Occident, ça. C'est un noyau, parce que les barouillards, quand tu dis tu ne voleras pas, c'est tu ne voleras pas ton voisin. Mais ils volaient les ennemis, ils les tuaient, ils les mangeaient même, puisqu'ils étaient cannibales. Donc, et nous, on a une armée, soi-disant pour nous protéger, mais si c'est pour envahir un autre pays, c'est pas pour nous protéger, là. Donc, en fait, il y a un noyau universel de moralité et de sociabilité, je dirais. Tu ne peux pas faire une société avec des règlements négatifs. Donc, tu vois, il y a des invariants universels. Il y a des invariants. Après, c'est modifié dans les cultures, c'est... Comme de la musique pour moi, je vois comment ça se développe. Vous croyez que ces invariants de morale sont dictés par la nécessité de survie? Tout à fait. De vivre ensemble. Ça veut dire que l'individu n'existe pas seul, sauf Robinson Crusoe, qui a emmené tous les outils anglais dans une malle. Alors évidemment, emmenant toute la société dans une malle, il n'est pas seul. Vous aviez aussi dit quelque chose, il n'y a pas de société sans que le désir soit un peu réprimé. Aujourd'hui, il semble qu'on a un désir universel lâché complètement. Il n'y a aucune société, y compris la nôtre, sauf peut-être dans des sectes qui s'isolent du monde et se baisent généralisées, quoi. Aucune société ne permet une sexualité permissive. Il y a des limites partout. Partout, il y a des limites. Elles sont plus loin, les limites, ou plus serrées, selon les sociétés. Mais tu ne peux pas baiser ta mère, tu ne peux pas, etc., etc. Sauf, alors c'est un peu compliqué ça. Parce que les gens ne savent pas ce que c'est que les systèmes de parenté, donc ils n'ont pas une vision des choses. Or, dans beaucoup de sociétés, un frère et une sœur pouvaient se marier. En Égypte, en Perse ancienne, etc. Et ce n'était pas porno. C'était reproduire entre humains les mariages des dieux. Donc, c'était formidable, quoi. Mais même quand un frère couchait avec sa sœur ou l'épousait par un rite, on a tous les documents maintenant égyptiens, tout ça. Donc ça change la vision qu'on a, quoi. Un père ne baisait pas sa fille. Donc l'inceste intergénérationnel était interdit. La mère ne baisait pas son fils. Et permettait aux frères et à la sœur de s'unir pour reproduire une dimension cosmique et religieuse, quoi.
Donc c'était... alors évidemment, ça ferait rire les gens, il a baisé sa sœur et tout. Mais il faut se remettre dans le contexte. Les grandes religions encadraient la parenté comme ils encadrent la politique, quoi. Donc, bon, passons sur ces exceptions, comme je veux dire, quand même. Il y a donc des interdits posés à la sexualité. Mais ce qui va se passer, si je me permets d'être prophète, eh bien, c'est que la bisexualité va s'affirmer de plus en plus. Moi, j'étais avec les hommes. Hein. Les hommes, partout dans le monde, ils parlent de cul, entre eux. Hein. Ça, c'est toujours... Mais j'étais aussi, parfois, 2 fois, j'étais chez les femmes. Ce qui était interdit pour les hommes barouillas d'aller dans l'initiation des femmes. Eh bien, et j'assistais au rite dans lequel les jeunes filles qui avaient eu leurs premières règles, on leur apprenait à être obéissantes au mari futur et tout, donc vraiment le respect, hein, tu as vu. Donc, et moi j'étais avec des femmes de 40 ans qui avaient vu des initiations pendant 20 ans de leur vie. C'était pas vraiment du respect pour les hommes qu'elles manifestaient entre elles. C'était du genre, mon mari, c'est vraiment, il est con comme tout, c'est pas possible. Il a une grosse queue, il sait même pas s'en servir. Enfin, tu vois, c'est des plaisanteries qui n'étaient pas très respectueuses pour les hommes, quoi. Mais on leur demandait aux femmes de faire semblant de ne pas savoir, quoi, de ne pas savoir les mythes ou les rites importants. Or, je suis allé parfois chez des vieux et m'adressant à l'homme pour avoir un mythe, le type ne pouvait plus. C'est la femme qui finissait de m'expliquer le mythe alors qu'elle ne devait pas le connaître. Alors, il faut vivre longtemps chez les gens pour savoir ce qui est autorisé en surface et ce qui est pas, ce qui se passe réellement, tu vois. Tu peux pas, c'est pas un journaliste qui va couvrir l'événement Libération en 15 jours quelque part, tu peux pas. Après, ben c'est comme chez nous, quoi. Tu démontes derrière la surface, quoi. Il n'y a plus de transcendance au-dessus de la loi. C'est les hommes qui décident d'eux-mêmes. C'est formidable. Il n'y a pas de transcendance pour leur donner un guide. Voilà, ça, et donc, d'un certain point de vue, c'est reconnaître l'humanité créatrice d'elle-même, quoi. Il faut faire une histoire de religion, c'est normal. Il faut leur expliquer aux gens que toutes les religions sont vraies. Quand on me demande qu'est-ce que tu as comme religion, je dis, moi, toutes les religions sont vraies, à condition qu'on y croit. Mais on ne peut pas me demander, moi, de dire qu'une religion est plus vraie qu'une autre. Impossible scientifiquement. C'est pas impossible. C'est seulement quand tu crois que tout devient vrai. Et tout est vrai parce que tu y crois. Et si tu y crois, c'est que c'est vrai. Donc ça tourne en rond tout le temps, quelle que soit la religion. Hein.